C'est comme vous le souhaitez. Jusqu'à 8 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, 7e orateur sur 8, évidemment tout a été dit ou à peu près, donc je vais me contenter de quelques observations. En fait, le débat d'orientation, c'est un peu une victoire de l'optimisme sur l'expérience, puisqu'en réalité, comme disait Henri VIII à son 8e mariage, en fait on sait bien que chaque fois qu'on prévoit, ça se passe jamais comme on veut. Et donc, victoire de l'optimisme sur l'expérience, on continue à essayer d'orienter. On a bien vu que c'était toujours très, très difficile, de même que les lois d'orientation sont toujours très approximatives. Et cet article 48 de la LOLF nous donne l'occasion, monsieur le ministre, de vous dire à quel point il est urgent de la réformer, cette LOLF. Et je crois qu'il est vraiment temps de revoir et de toiletter largement cette loi d'orientation, cette loi organique des finances publiques qu'Alain Lambert avait mis sur les fonds baptismaux. Car on parle d'obsolescence, mais là je crois qu'on a atteint le bout du banc de ce qu'on peut faire avec la LOLF, et on le voit d'ailleurs chaque fois qu'on étudie des missions, on est obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et on est obligé de compléter les dispositifs par des documents transversaux pour essayer d'avoir des visions complètes qu'on n'a plus. Et je crois que le travail qui a commencé à l'Assemblée nationale devrait être poursuivi au Sénat aussi d'ailleurs sur ce sujet. Alors évidemment, le rapporteur des engagements financiers de l'État que je suis est très attentive au coûte que coûte. Et pour répondre ou compléter ce qui a été dit précédemment, il se trouve que la règle d'or, on a bien failli la voter au moment de la réforme constitutionnelle dans cette maison. Et pour avoir voté l'amendement qui avait d'ailleurs été présenté par Alain Lambert sous la présidence de Christian Poncelet, je ne suis même pas sûre que le vote dans cet hémicycle ait vraiment été un vote de rejet. Mais quoi qu'il en soit, la règle d'or n'a pas été adoptée dans la réforme constitutionnelle de 2008 après un long débat, et c'est vraiment très dommage. Je crois que de ce point de vue-là, ce sera aussi intéressant de pouvoir y revenir si réforme constitutionnelle il y a. Moi, je voudrais passer 1 minute, monsieur le ministre, sur les questions qui me préoccupent et que vous connaissez par cœur, à savoir les questions de fraude. À la suite de l'argent que l'Europe va pouvoir nous prêter et qui vont être investis, on a vu déjà dans le PLFR 3 que vous ne souhaitiez pas de mesures de contrôle a priori pour ne pas retarder. Je crois quand même qu'il faudra y penser. Il faudra y penser en matière de fraude à la TVA. Plus de 20 milliards en France, 137 milliards en Europe en 2017. La TVA, qui est une des premières ressources de l'Union européenne, doit faire l'objet d'un contrôle. Je crois que les logiciels de détection précoce qui sont préconisés et qui sont déjà utilisés dans plusieurs pays et qui doivent l'être en France, je sais que votre ministère a aussi mis en place ce genre de choses. Je crois que c'est vraiment le moment d'activer toute l'intelligence artificielle et tous les data mining pour lutter contre la fraude à la TVA, qui, à mon avis, compte tenu du système qui est en place depuis la crise sanitaire, doivent susciter des vocations. Vous savez qu'un fraudeur content et satisfait est un fraudeur qui revient. Et donc, moi, je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas fini de trouver, d'avoir des surprises, même si vos services ont déjà relevé plus de 1000 infractions. Je pense que le retour de l'argent fraudé dans le giron de nos finances publiques n'est pas pour demain. Donc la fraude à la TVA, bien sûr. Le dernier référé de la Cour des comptes de novembre 2019 devait donner lieu dans cet hémicycle à un débat qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire, mais qui avait été prévu par notre commission des finances, et je pense que c'est extrêmement dommage qu'on n'ait pas pu avoir de débat sur ce rapport de la Cour des comptes sur la fraude, parce que c'est la même chose. Tout cet argent qui est investi dans l'économie, qui va peser sur les générations futures, n'a d'existence réelle et sérieuse que si on lutte contre la fraude, que ce soit la fraude à la TVA ou la fraude fiscale. Et puis, la révision des conventions fiscales, le référé de la Cour des comptes aussi de fin 2019,
2019 sur les conventions fiscales internationales dont on a parlé hier fixe comme priorité l'intérêt du contribuable. Peut-être qu'il serait intéressant de passer en revue un certain nombre de conventions fiscales avec des pays étrangers qui précisément nuisent au contribuable national et au Trésor. Donc ça, ce sont évidemment des pistes. Et puis, je conclurai en revenant sur le rapport sur la dette publique de Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. À la suite des auditions que nous avons eues, puisqu'il a eu l'obligeance de m'auditionner, il semble vraiment extrêmement utile qu'en début d'année budgétaire, puisque évidemment ça ne peut pas être en fin, on ait, Monsieur le Ministre, sous votre autorité et l'autorité des 2 présidents des commissions des finances, un vrai débat sur la dette. Parce que, évidemment, le montant de la dette, qui est propriétaire de la dette française, quelles sont les marges de manœuvre, vont évidemment conditionner tout le débat budgétaire qui va suivre, puisque l'aimable Jean Arthuis répétait, à qui voulait bien l'entendre, que le déficit annihilait la liberté. Je crois que de ce point de vue-là, on est un peu menotté. Je pense que les marges de manœuvre sont vraiment faibles. Ceci étant, nous sommes évidemment toujours à votre disposition pour travailler sur ces sujets hautement importants. Et je vous remercie de votre attention.